Bonjour à tous, c'est Simlef et aujourd'hui je poursuis ma série de vidéos dédiées à la guerre de l'information et je vais apporter donc des détails, des précisions là-dessus, c'est-à-dire les acteurs de la guerre de l'information. Et voici ma problématique: qui sont les acteurs qui participent à la guerre de l'information, qui peuvent mener des campagnes un petit peu de propagande. D'accord? Je vous rappelle que en histoire, en géographie ou même dans les sciences humaines en général, un acteur, c'est une personne clé, un groupe ou une organisation qui joue un rôle crucial, stratégique, important. D'accord? Alors traditionnellement, les acteurs de la guerre de l'information, ce sont les gouvernements des différents États du monde, les partis ou mouvements politiques, les armées au pluriel, les services de renseignement, voire les médias, qui peuvent être des complices volontaires ou involontaires des gouvernements. Depuis notamment les années 1990 et l'essor de la mondialisation, on voit apparaître de nouveaux acteurs. Les grandes entreprises et multinationales, même si certaines avaient déjà fait de la propagande dans les années 60-70, les réseaux terroristes, les groupes complotistes, les associations régionales comme l'Union européenne, dans certains cas, je précise, voire, là aussi, dans certains cas, des ONG ou des groupes écologistes. Donc je dis bien certains écologistes, et j'amènerai des preuves de ce que j'affirme plus tard dans cette vidéo. Alors, on commence par la guerre de l'information des militaires, que pendant très longtemps, pendant des décennies, on a appelé la guerre psychologique. François Giré notamment avait écrit un livre là-dessus. Alors comment ils s'y prennent? Vous avez donc dans une armée des unités spécialisées. Chez les Américains on les appelle les PSYOPs, donc pour Psychological Operation, vous voyez avec leur slogan Persuade, Change, Influence, qui vont mener une guerre de l'information, une guerre psychologique contre les soldats ennemis. Le but étant d'affaiblir leur morale, pour qu'ils s'enfuient, qu'ils se rendent ou qu'ils désertent. Mais cette guerre psychologique peut aussi viser des civils ennemis, notamment dans le cas d'une contre-insurrection. D'accord, typiquement guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, guerre d'Indochine. Ok? Alors pour preuve de ce que j'affirme, là vous avez une photo d'un appareil qui lâche donc des milliers de tracts de propagande. Vous avez également une illustration de 1945 qui nous montre une Jeep américaine avec un haut-parleur, au moment où les Américains rentrent en Allemagne. De nos jours, ces deux méthodes sont toujours utilisées. Voici des photos plus récentes, là, des tracts lâchés cette fois par un hélicoptère Black Hawk. Et puis, sur un Humvee américain, 6 haut-parleurs qui crachent les messages de propagande, d'accord, avec un volume très élevé. Donc ça, c'est la guerre de l'information des militaires, d'accord, qui existe depuis très 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 longtemps. Toujours pour aller dans le sens de la guerre psychologique et la guerre de l'information des militaires, je vous ai mis une carte mentale que j'ai faite récemment concernant l'activité des PSYOPs américaines lors de la guerre du Vietnam. Donc je vous laisse regarder vite fait, n'hésitez pas à mettre pause pour tout lire en détail. Ce schéma, je l'ai fait à partir d'un article très intéressant de cette revue, la DSI, Défense et Sécurité Internationale, dirigée donc par monsieur Enrontin. Et l'auteur de cet article, c'est Emmanuel Vivenot, qui nous détaille bien ce qui s'est passé historiquement parlant. Voilà. J'enchaîne maintenant avec la guerre de l'information des politiques. Donc là, cette fois, ce sont les politiciens, les militants, qui vont faire de l'influence ou de la propagande. Donc ce sont des gouvernements ou, à l'inverse, dans l'opposition, des mouvements ou partis politiques. C'est-à-dire que ça peut être des groupes autorisés par le pouvoir en place ou non autorisés par le pouvoir en place, par l'État. Donc les mouvements politiques vont faire des revues, des tracts, des affiches, pensez notamment aux affiches de mai 68, voire de nos jours ils peuvent faire des sites web.
Le gouvernement, lui, va passer plutôt par des médias traditionnels, des stations de radio, des chaînes de télé, des journaux, etc. Et tous les deux, ces deux acteurs différents, vont essayer d'influencer la population, vont essayer d'influencer l'opinion publique dans un état précis. D'accord. Sachant que par contre, le mouvement politique va plutôt faire d'influence sur sa propre population, hein, sur le peuple de son pays et pas trop sur les peuples voisins. D'accord. Ça, c'était une petite précision. Alors, des situations comme celle-ci, on a retrouvé la France sous l'occupation, hein, entre 1940 et 1944. D'un côté, la propagande de Vichy, et de l'autre côté, la contre-propagande des différents mouvements de résistance qu'ont fait des affiches, des tracts, des journaux clandestins, tout ça. Également dans beaucoup de pays d'Amérique latine durant la guerre froide. Ensuite, voyons la guerre de l'information de certains écologistes, hein, je dis bien certains. Sachant que les écologistes, là, sont en soi un mouvement politique, hein, ça peut aussi rentrer dans la catégorie précédente. Voici l'exemple que j'avais sous les yeux, donc qui nous vient du journal Sud-Ouest. Et le cœur de l'article est résumé ici. Avec l'apparition du hashtag donc Pray for Amazonas sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont partagé ou repartagé d'anciennes photos d'incendies en Amazonie ou bien de zones géographiques éloignées du Brésil, dans l'idée de choquer l'opinion publique, hein, de sensibiliser les gens à la question écologique, mais ces photos ne correspondaient pas à la catastrophe du moment. D'accord. Des photos qui dataient soit pas du bon moment, de la bonne année, soit pas du bon lieu. Ensuite, la guerre de l'information des entreprises, notamment des multinationales, des grands groupes, qui est un des domaines qui fait partie du concept de la guerre économique. Concernant la guerre économique, deux grands spécialistes en France, Christian Arbulot, dont je vais vous parler maintenant, et puis Olivier de Maison Rouge. Donc lui, Christian Arbulot, il a écrit cet article, qui date un peu, hein, 1999, mais un article encore très précis et clairvoyant qui s'appelle « Intelligence économique et guerre de l'information ». Dans ce PDF, j'en ai pris deux imprimés écran assez révélateurs qui nous montrent que les entreprises font de la guerre de l'information. Alors vous pouvez lire, mais j'ai souligné directement les passages les plus intéressants. Là on nous dit Pascal André de l'aérospatiale a démontré comment un concurrent a coulé l'ATR en 5 ans par une désinformation tout azimut, médias et forums de discussion sur internet. Bon, je vous rappelle que 1999, il n'y a pas encore les réseaux sociaux. Hein. Ensuite, le PDG de Belvedere SA a relaté devant l'assistance comment l'action de son entreprise avait perdu les 3/4 de sa valeur à la suite de campagnes de rumeurs savamment orchestrées. Donc une entreprise, elle a tout intérêt à faire de la guerre de l'information parce que sa réputation est quelque chose de vital, vu que le cours de son action, généralement, dépend de sa réputation. Donc c'est un enjeu stratégique. Troisième exemple très parlant, la compagnie Air France a été l'objet donc d'une campagne de désinformation portant sur la vivisection. Les manifestants accusaient le transporteur aérien de convoyer sur ses lignes des animaux destinés au laboratoire. Donc, Christian Arbulot ne donne pas forcément beaucoup de détails sur ces affaires-là, mais en tout cas, en croisant les sources, voilà, on arrive à la même conclusion. Les grandes entreprises, dans un contexte de mondialisation et de concurrence acharnée, font de la guerre de l'information, en tout cas pour une bonne partie d'entre elles. Ensuite, on a la guerre de l'information des complotistes. Donc là, eux qui se servent d'Internet pour diffuser leur théorie de machination, voilà, de conspiration, tout ça, avec un très bon exemple, le site chaoscontrol.canalblog.com. Donc là, il y a plusieurs exemples très parlants dans cette page web, hein, là aussi un imprimé écran. Donc là, on parle d'une attaque de Manchester et on nous dit « Mais lorsque c'est quasiment systématique, comment penser que cela n'est pas voulu ?» Donc l'idée de voir des complots permanents, partout et tout le temps, et qu'il y a une vérité alternative, typiquement ça c'est un raisonnement complotiste. La suite est encore plus flagrante.
accuse 3 gendarmes et 2 douaniers d'avoir été impliqués ainsi que le milieu du grand banditisme. Ce dossier fait voler en éclats le narratif officiel selon lequel les islamistes ont préparé seuls les attentats de Charlie Hebdo. Donc là aussi, théorie du complot en bonne et due forme. D'accord. Et puis à droite, c'est marqué, si vous regardez bien, médias alternatifs, stratégie du chaos contrôle, site d'information alternative. D'accord. Donc on a aussi comme acteur de la guerre de l'information les complotistes. J'ai fini ma vidéo. En guise de conclusion, si vous ne voulez pas subir la guerre de l'information, il vous faut vous informer d'une manière active en croisant les sources, quitte à avoir des journaux de tendances politiques différentes ou même des journaux étrangers. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à bientôt.